Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Yeah. Jack Miller nudging him wide as well. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash big into each contact. other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro 145 de C'est qui en pôle. Cette semaine, on se retrouve sur le circuit de Barcelone pour le Grand Prix de Catalogne. Et pour m'accompagner cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver Paul. Comment tu vas, Paul ? Bah écoute, ça va, en pleine forme, content de revenir, il était temps. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on t'a pas eu avec nous. Ah, j'ai suivi les courses après avec le boulot, malheureusement je pouvais pas être là pour les enregistrements mais je suivais les courses et j'ai quand même eu les retours pour celles que je pouvais pas suivre. J'avais le retour avec un très bon podcast qui est dispo sur beaucoup de plateformes. Ça s'appellerait pas... C'est qui en pôle si tu connais. Je connais pas. Petit podcast, je pense c'est un peu trop niche le MotoGP pour nous. Bon, on va pouvoir commencer avec les news. Il y a pas mal de choses à dire cette semaine. Est-ce que tu veux commencer avec le Moto2 ? On a en première news le team Ponce, donc qui fait courir Canet et Garcia cette année, qui est engagé en Moto 2 depuis ses débuts en 2010 et qui est également en Moto I. Ils annoncent qu'ils mettent fin à leur participation mondiale. C'est un team qui a plus de 30 ans d'histoire, qui a couru dans toutes les catégories, avec notamment 2 titres en Moto I avec Jordi Torres et un titre en Moto 2 avec Paul Espargaro en 2013. Un pilier du championnat qui s'en va. Les places de ce team-là ont déjà trouvé preneur. C'est le team MT Helmet MSI qui fait courir en Moto 3 Diogo Moreira et Asman. Je vous fais grâce du nom de famille. Qui va reprendre la structure et monter de catégorie. On ne sait pas encore quels seront les pilotes. Toujours en Moto 2, donc Canet signe chez Fantic et on a des rumeurs concernant les 2 chouchous du podcast, Vietti et Honshu, qui sont pressentis pour aller chez Ajo l'année prochaine. Ça serait surprenant de voir Vietti monter malgré la saison, avec la saison qu'il fait en ce moment. Et en même temps, ce serait vraiment une bonne chose pour lui, je pense. Oui, tout à fait. Bon, après, il fait une saison sans. L'an dernier, il manquait de régularité. On a vu Ajo signer des pilotes potentiellement un peu moins bons sur le papier et qui ont pourtant fait de belles choses. Donc pourquoi pas. Oui, c'est clair. Bon, après, faut-il encore que ce soit confirmé. Encore une fois, c'est que de l'ordre de la rumeur. Tout à fait. Côté MotoGP, on a pas mal de choses aussi qu'on bougeait. Il était temps. Il y avait des choses qu'on attendait d'avoir comme réponse. On sait enfin chez qui Marco Bezzecchi va l'an prochain et sans grande surprise, il reste à la VR46. Pour mon plus grand plaisir, je vais pas vous le cacher. Et à côté de ça, on a Iker Lecuona qui va encore remplacer Rins pour le GP de Catalogne. C'est sa 5e course de la saison et sa 4e course d'affilée. Donc quasiment la moitié des courses jusqu'à présent. Ça commence à faire beaucoup. On espère voir Rins revenir assez vite. Côté pilote annexe entre guillemets, on va avoir l'occasion de voir Bautista rouler à Sepang. Il fera une wildcard pour Ducati. C'est sa récompense du titre de l'année dernière en Mondial Superbike. Et à côté de ça, on a Pedrosa qui est annoncé comme toujours pilote test chez KTM pour l'année prochaine. Et pour finir, il y a eu encore un peu des changements, mais cette fois pas du côté des pilotes, mais du côté des teams et de l'organisation. On a Sito Pons qui intègre le team RNF, on a appris ça ce week-end. Et petite info, mais qui vous sera utile pour les prochaines courses, vous comprendrez après pourquoi. C'est Michael Pirot qui va remplacer Enea Bastianini jusqu'à Motegi. Vous allez comprendre très vite pourquoi. Encore une fois, Bastianini n'est pas là. Et il me semble, Paul, que tu avais des choses à nous dire sur le circuit de Jerez. Tout à fait. Alors concernant Jerez, il va se refaire une beauté ou pas, puisque on va avoir alors j'aime beaucoup la tournure, des plots de la mort pour délimiter les sorties de piste dans le vert. Bon, ça va peut-être au moins aider les pilotes à rester dans les clous, mais ça risque d'être sympathique sur les prochaines sessions. On va changer un tout petit peu le championnat pour partir vers le WSBK. Donc le World Superbike ira tester tout ça fin octobre pour le round final. C'est eux les premiers qui étraîneront ce circuit. Et la finale prévue en Argentine étant annulée pour cause d'élection.
Et dernière chose, toujours en World Superbike, Rea et Kawasaki, c'est fini à la fin de la saison. Après 9 ans de collaboration et 6 titres mondiaux quand même, le Nord-Irlandais a déjà annoncé qu'il rejoindrait le team officiel Yamaha pour une durée de 2 ans. Concernant Kawasaki, on ne sait toujours pas quel pilote ils auront chez eux, mis à part Loves qui a été re-signé. Pour revenir sur Jerez, il y avait quand même pas mal de journalistes qui se sont un peu offusqués de voir les photos des vibreurs du coup et de ce qu'ils étaient en train d'installer à Jerez. Et en même temps, il y en a qui ont dit que ça pouvait paraître très impressionnant sur les photos et qu'au final, il y avait pas mal de circuits. Si tu prenais en photo, ça ressemblait à la même chose. Donc, il fallait attendre de voir. Je suis curieuse de voir du coup ce que ça va donner quand ils vont y passer parce que ouais, comme tu dis, c'est un bon morceau ce qu'ils ont l'air d'avoir installé sur la piste. Après, faut espérer surtout que ça n'occasionne pas de chute. Maintenant, les gars savent rouler au millimètre. Donc, je pense qu'une fois qu'il y en aura un qui s'en sera collé une bonne, si c'est le cas, ils feront tout de suite beaucoup plus attention. Maintenant, ça peut être aussi la bonne solution pour à moindre coût ne pas remettre de bac à gravier, etc. et qu'on en finisse avec ces histoires de limite de piste. Honnêtement, il faut essayer. Ils essayent d'innover entre guillemets, donc autant voir ce que ça donne. Si ça peut permettre d'améliorer ça sur d'autres circuits, c'est très bien. Et puis s'il s'avère qu'ils se rendent compte que c'est trop dangereux, de toute façon, ils n'auront pas le choix que de faire les modifications. Totalement. On va pouvoir passer rapidement aux courses Moto-E. Côté qualif, en Q1, on a Granano et Zanoni qui passent, et en Q2, Torres qui prend la pole position, suivi de Casadei, Montavoni et Zanoni. En course 1, c'est Montavoni qui passe le drapeau à Damier en tête, suivi de Casadei, Garzo. Et en course 2, ça sera Casadei, Montavoni, Spinelli, sachant que Torres n'a pas fini la course alors qu'il était à domicile, donc c'est une énorme déception pour le pilote, comme on a pu voir sur les images. Au championnat, c'est Casadei en tête avec 219 points, Torres avec 198 et Ferrari troisième avec 197. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que tu as pensé de la première course, vu que tu as eu l'occasion de la voir? Alors très honnêtement, je pensais que Torres allait gagner sans être inquiété, vu qu'il a pris pas mal d'avance dans les premiers tours. Et au final, pas du tout. Tout s'est joué quasiment dans les 3 derniers tours de la course, où il se fait reprendre par Casadei. Il y a une belle bagarre entre les 3 premiers. Franchement, c'était super sympa à voir. Et en fait, Torres se loupe à l'entame du deuxième tour avant la fin, si je ne dis pas de bêtises. Dans le premier, il essaye de prendre l'avantage dans le premier virage, et Casadei tient les freins, et en fait Torres tire tout droit, il manque de l'accrocher, et c'est fini pour lui. Et du coup, si tu dis qu'il finit pas la deuxième course, en plus c'est vraiment un week-end noir, parce qu'il partait avec de l'avance au championnat, sauf qu'à l'issue de la première course, il a un point de retard. Et là, du coup, il lutte pour garder sa 3e place. Donc c'est pas fini, belle KT. Et franchement, c'était très très sympa à voir. On aurait dit un mini Moto 3 à la fin. Franchement, là, en tout cas, la première course était sympa. La deuxième, faudrait que je prenne le temps de les revoir. J'avoue, il s'est passé trop de trucs ce week-end pour que j'ai le temps de revoir les replays. Mais ouais, pour Torres, c'est vraiment frustrant du coup, parce que en plus de ça, comme tu disais, c'est un week-end noir et à domicile. Il y a rien qui va pour lui. C'est ça. Après, c'est bien pour nous, pour la catégorie. Du coup, on va passer aux Moto 3, puisque les Moto-E, on a vite fait le tour. Moto 3 que tu as eu l'occasion de voir, dont tu vas pouvoir nous parler. Tout à fait. Alors, pour le Moto 3, en Q1, on a Olgado, Kelso, Furisato et Scott Ogden qui vont se sortir de là. Et en Q2, c'est Ortola qui va prendre la pole, sa première dans la catégorie, devant Honshu et Joel Kelso. À noter qu'on a eu 3 premières pole positions en 4 courses. C'est anecdotique, mais on le garde quand même. Lorenzo Felon, le seul Français de la catégorie, partira 26e. En course, c'est un all shot donc pour Honshu, alors que tout le monde passe le premier virage sans encombre, ce qui n'a pas été le cas partout en Catalogne. C'est une course typique de Moto 3 qui débute avec un groupe très compact d'une vingtaine de pilotes qui se passe et se repasse à quasiment chaque virage jusqu'à la mi-course avant de se calmer pour préparer les 2 derniers tours. C'est à ce moment-là que la course va s'enflammer, les dépassements reprennent à chaque virage avec parfois quelques contacts. Les principaux protagonistes sont, alors dans le désordre, Honshu, Mazia, Munoz, Alonso, Olgado et Rueda, entre autres. C'est Olgado qui fait le premier les frais de cette bagarre puisqu'il chute tout seul au milieu d'un peloton et file dans le bac à gravier sans emporter personne. C'est assez miraculeux.
Dans les derniers virages du circuit, Masia est à la bagarre pour la gagne avec Alonso et Munoz. Le dépassement se fait dans un mouchoir de poche. C'est Alonso qui file vers la victoire d'une courte tête devant Masia, tandis que Honshu finit 3. Malheureusement, il a percuté Munoz dans le dernier virage et l'a envoyé dans le décor. Il passe la ligne 3e, mais la décision de la direction de course cette fois-ci ne se fait pas attendre, puisqu'elle sanctionne le Turc d'un double long lap, aussitôt transformé en 6 secondes de pénalité. Le pilote turc, très énervé en regagnant le box, est donc 11e, et c'est Rueda, champion du monde junior et rookie dans la KT, ça c'était à noter, qui obtient son premier podium. Les points marquants de la course, on a la chute de Felipe Farioli et un long lap pour l'horizon Fellon mal effectué et il a dû le recommencer. Le classement final, on a Alonso devant Masia et Rueda, Honshu 11, Holgado 22e et Fellon 25e. Au niveau du championnat, Holgado garde la tête avec 161 points, Sasaki est 2e 148 points, Masia 3 avec 129 points, juste devant Honshu 128. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course, toi, Ophélie ? C'était une course intéressante. Moi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, moi, je trouve que les courses Moto3, encore plus que d'habitude, sont vachement animées. C'était impressionnant à la fin de voir qu'on avait quand même un groupe de 15 pilotes qui menaient la course, entre guillemets, qui faisaient l'animation et qui avait pas de chute, et que les erreurs qui ont été commises étaient des erreurs seules quasiment, sauf pour Honshu, qui satellise Munoz. Mais c'était une course où les pilotes ont vraiment fait preuve de j'allais dire de talent, c'est pas le terme, mais de hargne un peu, et en même temps réussir à pas satelliser, c'est quand même très très rare en Moto3. Après, j'ai trouvé que Masia était très très fort ce week-end. Pour une fois, il a pas été chat noir comme il a pu l'être sur les précédentes courses. Et j'ai trouvé, c'est quand même à noter, et tu le disais aussi, que pour une fois, la direction de course a été réactive sur les sanctions des pilotes, en l'occurrence sur celle de Honshu, parce que c'était clairement mérité. Là, on a eu cette discussion en off où il y avait la question de potentiellement est-ce que c'était un fait de course. Alors c'est un fait de course, mais qui pour moi était à la limite. Honshu, ça fait plusieurs fois qu'il est à la limite dans les courses. Il était trop agressif. Il cherche pas à comprendre. Et là, vraiment, il savait que Munoz était là, il pouvait voir que Munoz allait revenir sur lui. Il a forcé là, il a plus passé la porte, il a défoncé la porte. Donc c'était normal qu'il se prenne une sanction. Après 6 secondes, je trouve que c'est beaucoup, parce qu'il y a des actions qui, pire que ça, qu'on pris moins que ça. Mais en tout cas, c'était pertinent de le sanctionner. Ouais, je trouve pareil, exactement pareil que toi, en fait. Quand tu vois l'attrage, c'est sûr qu'il le voit revenir. Et c'est dommage parce que moi, je pensais qu'il avait, entre guillemets, grandi un peu, le fait d'avoir pris sa première victoire, etc. Et là, c'est une erreur, c'est presque une erreur de débutant. Il vient de vraiment loin, et c'est pousse-toi de là que je m'y mette, quoi. Donc, là, pour moi, c'était une erreur de je veux gagner, j'en ai rien à foutre de savoir s'il y a des pilotes autour de moi, quoi. C'est un peu ça, quoi. Et après, les 6 secondes de pénalité, je sais pas si on perd vraiment 3 secondes en Catalogne. Si c'est le cas, double long lap, il transforme en temps. Bon. Au moins, on sait que il reporte pas la prochaine course. On n'a pas attendu 3 heures pour avoir la décision. Et puis, voilà, ça calme d'entrée de jeu tout le monde. On sait que, voilà, dernier tour, va pas falloir se louper, parce que sinon c'est sanction, et là il perd vraiment beaucoup de points, parce que pour le coup là, comme tu l'as dit, il y avait vraiment beaucoup de pilotes en très très peu de temps, et du coup il se retrouve d'un potentiel podium, voire 4 ou 5e place, s'il termine à la 11e, c'est plus du tout la même chose au plan comptable. Oui, c'est clair. Et je trouve que c'est intéressant, plus aussi pour l'aspect humain du pilote, parce que Honshu, c'est un pilote qu'avec Olivier, on trouve très empathique et très bon. Et ça, si on rien ne lui retire ça. Mais c'est pas la première fois où on le voit dans une situation délicate qui dépend de la direction de course ou juste d'un fait de course, et où il a un visage très hargneux, entre guillemets, et très très énervé en face de ce qui est en train de se passer, alors que là, pour le coup, c'est sa faute. Et j'ai pas trouvé ça très sport de sa part, la réaction qu'il a pu avoir après la course. Totalement, surtout que il y a un moment où tu vois la caméra qui est sur lui, tu sais que c'est un sport aussi qui vit avec les médias de toute façon, et quand la caméra se met sur lui, on le voit avoir un geste d'humeur envers le caméraman avec des mots qu'on comprend très bien.
C'est dommage. Il faut accepter le jeu. C'est une erreur. C'est énervant, c'est sûr, mais c'est comme ça. En espérant que peut-être la prochaine fois il fera plus la même. Ouais, mais après ça j'ai un peu de mal à y croire parce qu'il fait quand même, enfin ça fait plusieurs courses quand même qu'il a des grands gestes pendant les courses et qu'on comprend pas forcément le pourquoi du comment et je pense aussi qu'il a compris le potentiel qu'il avait, qu'il était capable de gagner et qu'il veut le montrer et qu'il veut le faire savoir, mais bon il y a plein de pilotes qui font ça en étant beaucoup plus discrets, quoi. Totalement. On va pouvoir passer à la course Moto 2 qui elle aussi était ultra intéressante. Qu'est-ce qui s'est passé, Paul, durant cette course? Alors en Moto 2, donc pour les qualifs, c'est Chantra, Garcia, Salak et Barry Baltus qui vont sortir de la Q1, et en Q2 la pole est pour Jack Dixon devant Aaron Canet et Ogura. Au départ de la course, Dixon conserve la tête devant Manuel Gonzalez qui a pris un super départ et qui est repris lui quelques instants plus tard par Canet. Derrière, la bataille fait rage entre Ogura, Lopez, Garcia et Acosta. On assiste à une course de type Moto 3. Le trio de tête comptant parfois une seconde d'avance avant que l'écart ne se resserre au gré des nombreux dépassements. Ça dépasse partout, à tous les étages. À cette tour de la fin, Acosta, qui est sur un autre rythme, prend la tête de la course et on peut penser qu'il va rapidement creuser l'écart. En fait, il n'en est rien. Il semble à la limite. Il manque même de s'en coller une sur une amorce de high side. Aux prises avec Dixon et Canet, ça permet à Gonzalez et à Arenas, un temps distancé, de recoller. Les 4 derniers tours sont clairement d'anthologie. Canet passe Acosta pour la première place alors que le pilote KTM recule en 5e position. Passé par Gonzalez, le requin de Mazarone va se faire sortir par un Alonso Lopez venu de trop loin. Il ne chute pas mais se retrouve 7e et trop loin pour jouer le podium. Devant, on a Dixon devant Canet qui creuse l'écart toutes les deux avec Arenas et qui s'explique dans un dernier tour qui nous tient en haleine, les deux se trouvant vraiment à la limite. Finalement, c'est l'Anglais qui va conserver la place et qui prend la victoire. Au classement final, on a Dixon devant Canet et Arenas. Acosta va terminer 6e. Au championnat du monde, Acosta conserve la tête avec 186 points devant Arbolino 164 points et Jack Dixon 142. On vient de citer Arbolino. Est-ce que tu veux en parler tout de suite dans la discussion de ce qu'on a vu de cette course? Très compliqué Arbolino ce week-end. C'était, ça fait 2-3 courses là où je le trouve moins dedans et moins incisif. J'ai l'impression qu'il a galéré tout le week-end en fait, que tu le voyais pendant les essais, l'impression où il débriefait avec les ingénieurs, que ça avait l'air très très compliqué, sans trop d'explications pourquoi du comment. Et là il est complètement passé à côté de sa course, il passe à côté de points précieux. J'ai l'impression qu'il est un peu en train de lâcher des points au championnat qui sont très très importants, et c'est frustrant de le voir comme ça parce que même si j'ai très envie de voir Acosta gagner, comme je le disais dans un précédent épisode, le duel Acosta-Arbolino est vraiment intéressant à voir sur la piste. Ouais, c'est vrai que c'est dommage. Après, ça ressemble beaucoup quand même à un peu toutes les saisons d'Arbolino, qui fait de temps en temps des coups d'éclat, mais qui a du mal à garder la constance. Moi, là, honnêtement, j'y ai cru quand je vois au départ, il accroche quand même la 9e place tout de suite au départ. Il partait de loin en plus. Il me semble qu'il partait aux alentours de la 16 ou 17e place, quelque chose comme ça. Donc il accroche vraiment le bon wagon tout de suite. Et au final, il aura jamais fait mieux que 9e dans toute la course, puisqu'après il a continué de reculer pour finir 17e. C'est beaucoup trop loin pour espérer jouer le titre quand on voit que Costa joue placé à chaque fois, quoi. Ah bah oui, c'est clair. Enfin, Costa, là, il est en train de lui mettre une distance et ça va être compliqué pour lui de revenir. À côté de ça, je trouve que c'est une course qui était intéressante parce que Dixon a vraiment été très très bon. Et moi, Dixon qui écrase Acosta, ça me surprendra toujours. Et à côté, pareil, Gonzalez qui a été très fort sur cette course, qui prouve que c'est un bon aussi. Et c'était intéressant parce que c'est pas un pilote qu'on a l'habitude de voir aux avant-postes. Donc je trouve que cette course Moto 2, il y avait quand même pas mal de choses. Fallait aussi noter quand même que Ogura, c'est bon, la blessure c'est derrière lui, il est revenu à son niveau et il est capable d'aller se battre aussi. Donc ça donnait l'impression un petit peu d'avoir enfin plus qu'un seul adversaire pour Acosta sur cette course.
Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, ça rejoint exactement ce que j'allais te dire. Et on peut noter aussi Arenas qui lui n'a toujours pas sécurisé son guidon pour l'année prochaine. C'était le moment de se montrer. Bon, il est quand même dans un top team en étant coéquipier d'Acosta. Et là, ça y est, on le voit enfin sortir du bois. C'était peut-être la pression dont il avait besoin. Mais oui, comme tu dis, ça fait du bien de voir d'autres noms devant et puis de voir que ça bataille, parce que ça n'a pas été toujours le cas les autres années. Donc là, c'était vraiment une course super à voir. Ouais, après, il y en a un qui, pour moi, est complètement dans les choux et je suis vraiment déçu de cette saison, c'est Guevara. Enfin, c'est vraiment pas là où on l'attendait. Il fait des week-ends sans plus. Alors oui, il a eu une grosse blessure, ça c'est sûr, mais là, il finit 25e sur 26 pilotes qui finissent la course, quoi. Donc pour le champion du monde Moto 3, c'est vraiment... je sais même pas quoi en penser tellement je l'attendais pas là, quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est bizarre pour beaucoup de pilotes, quelle que soit la catégorie. On va le voir en MotoGP après, mais des pilotes qu'on attend avec des gros niveaux dans d'autres catégories ou qui font des saisons ultra correctes avant, se retrouvent un peu loin au gré des courses. C'est vraiment bizarre. Après, est-ce que c'est peut-être un contre-coup de la blessure due au circuit? Est-ce qu'ils se perdent dans les réglages? Après, le niveau est quand même resserré. Alors, dès que t'es pas dans la bonne plage de réglage, peut-être que ça fait des trop gros écarts qui sont impossibles à combler. Mais bon, c'est sûr que 25e, là, c'est pour un pilote de ce calibre-là, c'est vraiment très très mauvais. À voir comment il va redresser là-bas. Ouais, c'est clair. On va passer au vif du sujet parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc les courses MotoGP samedi côté qualif, on a Oliveira et Marquez qui se sortent Marc Marquez qui se sortent de la Q1 et en Q2 c'est pour changer, Pecco qui prend la pole position, suivi d'Aleix Espargaro et Oliveira. Zarco, lui, va se qualifier 6e et Quarta va se qualifier très loin puisqu'il va se qualifier 17e. L'après-midi, on assiste à la course sprint. Donc, au départ de la course sprint, c'est Pecco Bagnaia qui signe le hot shot devant Maverick Viñales et Jorge Martin. Aleix Espargaro, lui, est un peu en difficulté et perd 2 positions. Il réussit malgré ça à revenir sur Martin et à prendre la 3e place. Derrière, on a Binder qui avait pris un très très bon départ, qui remonte de la 9e à la 5e place. Et devant, on a Martin qui commet une erreur et rétrograde à la 3e place pendant que Pol Espargaro chute. Et le frère de Pol Espargaro, donc Aleix, passe lui Viñales, il va prendre l'avantage sur Pecco. Une fois qu'il aura passé Pecco, il va creuser très vite l'écart et il lui laissera complètement sur le carreau l'italien. Il lui laissera pas la possibilité de revenir. C'est donc sans surprise que l'Espagnol passe le drapeau à damier devant l'Italien, suivi de Viñales, Binder et Martin qui viennent compléter le top 5. Et côté français, on a Zarco à la 7e position et Quarta à la 18e. On a quand même... Et à noter que Marquez est placé, mais pas dans les points, mais a quand même réussi à faire une course plutôt correcte ce samedi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette course sprint, Paul ? Bah écoute, moi j'ai apprécié. Bon après quand j'ai regardé le classement d'un peu tout le monde, c'était différent. Ce que j'ai surtout apprécié, c'était la course, la grosse maîtrise d'Aleix Espargaro et de voir les Aprilia devant. Vraiment super perf parce que là, à l'exception de Raúl Fernandez, les 3 autres Aprilia étaient devant. Et bon, visiblement il y a eu un problème à l'avant pour Oliveira, peut-être sur son pneu, puisqu'on l'a vu on l'a vu après en train d'observer ça avec son team, mais c'était super de les voir devant. C'était vraiment impressionnant. Le rythme était top et ça fait plaisir ça, de voir qu'une marque comme ça arrive à tenir la dragée haute au Ducati. C'est top, c'est bien pour le spectacle. Ouais, et puis en plus Espargaro, c'est son fief, quoi. Il connaît ce circuit par cœur, il le connaît comme sa poche. Il avait une revanche à prendre par rapport à l'année dernière où, on le rappelle, il s'est arrêté un tour avant en pensant être sur le podium. Donc il avait aussi des choses à prouver et même Viñales était bon. Viñales, c'est surprenant. Il a pas brillé spécialement depuis le début de la saison. Donc ouais, comme tu dis, c'était chouette de voir les Viñales à ce niveau. Moi vraiment, ce qui m'a vraiment là tu parles de Raúl Fernandez. Raúl Fernandez, il a fini 14e. Donc devant des motos officielles comme Morbidelli, Quartararo, quoi. Donc il finit devant Joan Mir qui lui finit 21e. Alors Joan Mir a fini la course, c'est exceptionnel, faut le noter. Mais ouais, je suis d'accord avec toi, les Aprilia, elles étaient en forme, ça faisait plaisir à voir.
et Marc Marquez qui finit 11e. C'est bête, mais c'est un bon résultat par rapport à ce qu'il fait depuis le début de saison. Donc c'était vraiment chouette de le voir être capable d'aller un peu grappiller des places et des points, quoi. Et je trouve ça catastrophique qu'on parle de Marquez comme ça, alors que normalement il est en tête et gagne tout. Pour faire une bonne, pour le dire sur un bon ton du coup et mettre ça sous un plan positif, c'est quand même la première japonaise. Ouais. C'est ce qu'il faut noter. Non, sans blague, c'est quelque chose de fou parce que oui, comme tu dis, mais déjà Marquez qui tourne autour du top 10, on est content, donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui va pas quelque part sur sa machine ou même peut-être pour lui. Mais quand tu regardes le reste du classement, Yamaha et Honda peuvent aller serrer la main à Jack Miller qui fait une très mauvaise course au sprint, parce que quand on regarde, toutes les motos japonaises sont au fond du classement. Les 4 dernières, ensuite il y a Miller et juste au-dessus il y a Morbidelli 15e. C'est hallucinant. C'est les deux teams officiels avec peut-être le plus de moyens sur le championnat qui se retrouvent au fond en fond de grille. C'est hallucinant. C'est hallucinant. De ce que j'ai compris, Yamaha est censé tester des choses au prochain test. Après ils ont un pilote test, donc Karl Crutchlow pour ceux qui ne savaient pas, et j'ai l'impression que le pilote il roule jamais. Enfin, je sais pas à quoi il sert ce pilote test. T'as l'impression qu'il ne roule jamais, alors qu'à côté c'est des Pedrosa que tu vois rouler, qui font des tests, etc. Là vraiment t'as l'impression qu'il se passe rien côté Yamaha et ils testent rien, donc c'est un peu étonnant. Il me semble que c'est Pierre qui citait Quarta, où Quarta disait rien ne fonctionne, on va tester d'autres choses, et qui disait en fait quand ton team vient apporter des évolutions mais qu'au final le pilote les teste pas et revient en arrière à chaque fois, ça peut être aussi compliqué d'aller de l'avant, quoi. Totalement, surtout que j'espère qu'il ne s'attend pas à l'avancée miraculeuse ou la pièce miraculeuse qui va tout régler en une seule fois. Après ça reste un pilote professionnel dans une structure expérimentée, donc je me doute que son chef technique doit aussi lui expliquer gentiment que telle pièce peut avoir des bénéfices. Mais tu vois, la communication Honda qui dit on va tester des choses aux prochains essais, il manquerait plus que ça, en fait. Il manquerait plus que ça de dire exactement l'inverse, parce que là il y a nous derrière notre écran on le voit, donc sur le circuit il y a bien quelque chose qui va pas. Je pense qu'il le voit. Quand là il y a pas un pilote qui est capable d'aller jouer devant, c'est dramatique. Ouais, c'est clair. On va passer à la course du dimanche, course intense pour les pilotes et pour nous devant nos écrans, et même pour les spectateurs sur le circuit. Donc comme je disais, c'est un début de course très intense dimanche, parce qu'en effet Bagnaia qui prend un très bon départ pendant que derrière Bastianini se manque au freinage et fait chuter Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi et Johann Zarco. On se dit que 5 pilotes au sol c'est suffisant, mais pas du tout, parce que c'est là que seul en tête de la course, Bagnaia est propulsé par sa moto dans un high side, mais spectaculaire, je pense que c'est le bon terme, et il tombe en pleine trajectoire, en plein milieu des autres pilotes. Dans son malheur, heureusement que 5 pilotes étaient tombés derrière et que ça réduisait un peu le nombre de pilotes sur la piste. Il est percuté par Brad Binder au niveau des jambes, donc évidemment c'est drapeau rouge et Pecco est évacué à l'hôpital. On va donc lancer un second départ que tout le monde pourra le prendre, sauf Bastianini et Pecco évidemment. Bastianini qui dans sa chute s'est potentiellement blessé lui aussi. Pour ce second départ, c'est un incroyable départ pour Martin devant Viñales et Espargaro. Viñales qui vient vite prendre les commandes sur Martin. Finalement un peu en difficulté, Martin lui se fait passer par Espargaro et Oliveira. Devant, Martin au final va commencer à souffrir, ça se voit, et voit les Aprilia d'Alex Espargaro et Miguel Oliveira le déposer dans les premiers tours. Côté français, derrière, on va avoir Quartararo qui va passer de la 16e à la 10e position durant la course, et Zarco qui lui a pris un très bon départ, s'attelle à revenir sur Martin. On parle beaucoup de Martin, mais parce qu'il était bien présent pendant cette course. L'Espagnol arrive finalement à revenir sur Oliveira, et à quelques tours du drapeau à damier, c'est Alex Espargaro qui revient dans la roue de Viñales et
prend la tête. Les 2 Aprilia sont donc suivis sous le drapeau damier par les 2 Pramac, Martin et Zarco. Ce sera Oliveira avec la 3e Aprilia qui vient compléter le top 5, suivi d'Alex Marquez, Quartararo, Miller, Augusto Fernandez et Fabio Di Giannantonio. On note que Bezzecchi, qui est en lutte pour le championnat, finit 12e et Binder, lui, a dû abandonner pour problème technique. Donc un dimanche oublié pour ce pilote. Côté championnat, c'est Bagnaia qui va rester en tête avec 260 points, Martin 210, Bezzecchi 189. Johan Zarco, lui, est passé 6e avec 141 points puisque c'est Alex Espargaro qui vient prendre la 5e place au championnat. Et c'est Fabio Quartararo qui est 11e avec 82 points. On note que ce podium pour Alex Espargaro et Viñales marque le tout premier podium double pour les Aprilia. Et ils sont passés pas loin du triple pilote sur le podium avec Oliveira qui aurait pu presque aller se battre pour être dessus. Ça aurait été, Qu'est-ce que t'en as pensé, Paul, de cette course? Ça aurait été incroyable. J'espérais Oliveira sur le podium jusqu'à la fin. Bon, ça a pas été le cas, mais course. Alors la vraie course à partir du 2e tour, enfin du 2e départ, très bien, incroyable. Mais gros coup de chaleur dès le premier départ, déjà le carton au premier virage et surtout le hackside de Bagnaia, pardon, je me suis dit ça va faire un Simoncelli bis, quoi. Heureusement qu'il se fait toucher aux jambes, heureusement, entre guillemets, hein, évidemment, s'il avait pu ne pas être percuté, c'était mieux, mais ça monte haut, ça tape très fort, tout le monde est là et il se fait vraiment percuter de plein fouet, donc ça faisait vraiment froid dans le dos. C'est incroyable qu'il ait rien de cassé, quoi. Il peut remercier son équipementier et son ange gardien. Mais je te rejoins sur le fait que moi je m'attendais à une Simoncelli quand j'ai vu les images, tant qu'on savait pas ce qu'il avait. Enfin, c'était tu sais, cette impression un peu d'arrêter de respirer en face d'images où ton cerveau arrive pas à assimiler ce qui est en train de se passer. Et ouais, enfin, je comprends même pas comment il peut s'en sortir avec uniquement des contusions. Il a annoncé qu'il était rentré en Italie aujourd'hui, donc lundi, lendemain de la course, et qu'il a pas de fracture. Les seules choses qui ont été visibles aux radios, c'est une trace sur un os qui pourrait venir d'une ancienne fracture. Donc c'est quand même que le mec a un ange gardien de fou pour qu'il ait rien derrière, quoi. Ouais, ou la chance du champion, pourrait peut-être dire Pierre. Mais ouais, celle-là, elle a vraiment calmé. Enfin, moi personnellement, en tout cas devant la télé, elle m'a séché tout de suite. Je trouve ça incroyable que les gars aient le mental pour repartir comme ça sans rien penser, repartir à bloc pour un 2e départ. Sur Binder beau geste, lui qui après son problème technique va directement voir le centre médical parce que c'est quand même lui qui le touche, même s'il il peut rien de toute façon, il tombe vraiment devant lui. J'ai trouvé ça bien pour lui, mais effectivement week-end à oublier, je pense qu'il s'en serait passé de celle-là aussi, le Sud-Africain. Ouais, c'est clair. Et donc pour Bagnaia, on n'a pas réellement d'explication pour l'instant. Je pense qu'il y en aura un peu plus à Saint-Marin sur ce qui s'est passé. La théorie serait que potentiellement il a attaqué trop fort dès le début, que le pneu aurait un peu refroidi dans le début de la course, et que parce que là on était quand même que dans le premier tour, il attaquait de ce qu'en disent les autres pilotes, c'est qu'il attaquait comme s'il était déjà à 3 ou 4 tours de la course et que potentiellement le pneu aurait trop refroidi, sachant que Pecco disait que déjà au warm-up il sentait pas le grip comme il aurait dû. Donc ça c'est un peu le point d'interrogation sur cette chute. Il va falloir de toute façon qu'il y ait une réponse, au moins pour lui, même si la réponse est pas publique. Il va quand même falloir que lui comprenne ce qui s'est passé, parce que si tu repars sur ta moto sans savoir pourquoi elle t'a propulsé aussi haut, aussi fort, tu vas toujours avoir un doute, et monter sur une moto quand tu te bats au championnat en ayant des doutes, c'est jamais bon. Et on sait très bien que Pecco, le doute, c'est pas une bonne chose dans sa tête. C'est exactement ça. Et puis en plus du doute, tu peux pas te permettre d'en prendre comme ça tous les week-ends. On l'a vu, on le voit avec Marquez quand prenait des belles. Pour le moment, alors peut-être la moto est peut-être pas au niveau, mais en attendant, quand il a du mal à être de nouveau constant, et on sait que c'est un pilote qui chutait beaucoup et des très grosses chutes. Et là, il y a de la chance, il y a pas de fracture, mais ce sera peut-être pas toujours le cas. Moi là, en voyant la télé sans avoir au début les conséquences,
je me suis dit, mais s'il faut, il est en train d'hypothéquer son avance au championnat sur une simple chute. Et il reste encore beaucoup de courses. C'est ce qu'on disait au début de l'année. La saison est quand même très très longue. Et ce genre de boîte peut très très vite ruiner tout l'avance que tu as gagné, quoi. Ah ben ça c'est clair. Enfin là la question se pose de toute façon parce que pour Saint-Marin il a pas besoin d'être remplacé si jamais il peut pas être là parce qu'il y a un délai de 10 jours. Mais la question va se poser de est-ce que potentiellement quand il revient rouler finalement il se rend compte que ça le fait pas et dans ce cas-là il perd des gros points. Après j'ai pas l'impression que ce soit son comment dire que ce soit la motivation qui lui manque parce que même dans les vidéos de lui là sur MotoGP.com à la sortie de l'hôpital, il dit on va tout faire pour être là à Saint-Marin. Déjà pardon, mais ce mec n'est pas humain et c'est pas possible. Mais ouais, enfin est-ce que ça remet le championnat en jeu ou pas la question va vite se poser ce week-end en fait. Oui, de toute façon, ils sont tous hors normes. Après, c'est vrai que là, c'était un week-end noir aussi, du coup, pour Ducati, pour les Ducati officiels, puisque Bastianini prend, si je te dis pas de bêtises, une pénalité dans la première course sprint. Là, au final, il revient, il essaie de se rattraper au départ, il nous emmène tout le monde, et en plus, il se reblesse. Là, il a une fracture de la malléole gauche, une fracture du métacarpe sur la main gauche aussi, et potentiellement une fracture d'un doigt, il me semble. Et potentiellement, ça peut nécessiter une opération chirurgicale. Donc là, il devait aller à l'hôpital pour savoir, mais en fait, c'est vraiment le chat noir, quoi. Le mec, il tombe, il se blesse, alors que l'autre, son coéquipier se fait rouler dessus. Le mec n'a rien. Mais je pense que c'est au-delà de la pénalité, etc., c'est aussi une conséquence de cette pénalité qui fait qu'il avait du retard à rattraper par rapport à son début de week-end et une énorme pression qu'il peut avoir de son retour de blessure, du fait qu'il doit performer dans un team parce que on attend des choses de lui, d'une moto qu'il connaît pas, des pilotes Ducati, je pense particulièrement à Martin et Bezzecchi qui toquent à la porte en disant coucou, te foire pas parce que ta place, on vient pour la prendre. Donc je pense qu'il y a un mélange de tout ça qui, dans le casque, ça fait pas un bon cocktail, quoi. Et la pression, le mec, il se la met sur la piste et finalement, il se foire et il emmène des mecs avec lui. Je suis entièrement d'accord avec toi sur ton analyse. Je pense que c'est le problème des écuries comme Ducati par exemple ou KTM dans une moindre mesure. Qui a un gros vivier de pilotes, qui a beaucoup de pilotes talentueux qui ne demandent qu'à éclore, qui veulent le matériel et la visibilité. Et malheureusement, tu sais que quand tu signes chez les officiels, maintenant, t'as des fois 2 ans, peut-être 1 an pour convaincre. Et si c'est pas le cas, tu te retrouves vite sur un siège éjectable direction le World SBK ou si t'as de la chance un autre team, soit un satellite, soit un autre team d'usine si tu tombes dans une bonne conjoncture. Et c'est vrai que ça doit pas du tout l'aider, surtout que là il a été flamboyant les 2 années précédentes et là malheureusement une blessure, une nouvelle blessure. Clairement la saison là elle est oubliée, ça va pas l'aider pour l'année prochaine au niveau de la pression parce que là il aura une saison pour réussir. Et encore une saison. Après, il a la chance que le team ait annoncé qu'il le gardait l'année prochaine. En même temps, ça fait un peu comme Paul Espargaro. C'est compliqué de dire à ton pilote qui s'est blessé vraiment grave en début de saison, Coco, t'étais blessé, donc en fait tu dégages, on ne garde pas. Mais en effet, comme tu dis, il aura une saison pour faire ses preuves et si ça le fait pas, on sait très bien qu'il y en a un qui vient d'annoncer chez qui il signait cette année, mais qui a bien dit moi mon but c'est le team officiel les gars, donc ça toque à la porte et sa place il est un peu sur un siège éjectable, je pense. Je parlerai pas d'un pilote italien sur une moto jaune fluo, quelque chose de... Ouais, c'est ça. Il me semble que j'ai oublié son nom. Un certain Bezzecchi, pas connu. J'en parle jamais. Ça. Il me semblait qu'on devait en parler en plus de son. Oui, Bezzecchi de sa course. Enfin, de toute façon, c'est un week-end à oublier pour la VR46 globalement, que ce soit pour Marini ou Bezzecchi. C'était un week-end très compliqué sur tous les plans, que ce soit au qualif, pendant les essais, tout ce que tu veux, et particulièrement pour la course du dimanche, parce que Bezzecchi se fait emporter dans la chute provoquée par Bastianini. Et pour le deuxième départ, il expliquait que il a dû repartir avec des pneus
les seuls pneus qui restaient, qui n'étaient pas des pneus qui étaient adaptés pour la course finalement, qui l'ont pas du tout aidé. Et en plus de ça, il a piloté en ayant une possible entorse à la main, il me semble. J'ai un doute sur l'endroit, mais pour lequel il doit faire des examens aussi. Et la VR46 a fait un petit communiqué en disant de toute façon, aujourd'hui, c'est pas les résultats qui nous importent, c'est de savoir que Pecco il va bien, quoi. Donc, sans lui trouver des excuses, hein, mais son dimanche était compliqué pour tous les critères techniques, et je pense que mentalement, encore une fois, ça on l'a déjà dit sur d'autres événements qui se sont passés en course et dont on serait passé, remettre le casque quand il se passe ça, quand c'est tes proches qui sont victimes de ça, faut réussir à le faire, et terminer 12e, je trouve ça suffisamment honorable quand tu conduis dans ces conditions, quoi. Sans compter que les images ont été, ça, c'est normal, c'est du média, c'est logique. Mais à partir du moment où le pilote est conscient, etc., on a revu les images sous tous les angles possibles et imaginables. C'est sûr que là, on voyait, ils ont même fait des plans sur la famille avec Tardozzi qui s'occupait de la petite amie, puis de la sœur, etc., de les consoler et tout ça. Bon, je suis pas sûr que ce soit des images qu'on ait à voir à la télé. On sait bien que c'est dur pour eux. Et là, c'est vrai que Bezzecchi le connaît, ils se connaissent depuis qu'ils sont gamins. Donc c'est sûr que là, ça a dû chambouler un peu tout le monde. L'essentiel après, c'était de terminer. Mais ils sont hors normes de toute façon. Mais c'est vrai que là, sans parler de ça, même pour son championnat, faut espérer que ce soit juste une mauvaise course, un mauvais week-end, et puis qu'ils remettent les pendules à l'heure pour le prochain Grand Prix. Mais c'est clair. Par contre, ceux pour qui c'était pas un mauvais week-end, comme tu disais, c'était les Aprilia. Mais ça, tu l'as très bien dit en course sprint, et Espargaro fait le doublé le dimanche. Par contre, il y a Viñales qui s'est vu être le premier, donc c'est un fait historique pour lui au final, averti pour sa pression de pneus. Parce qu'on le rappelle, la surveillance de la pression de pneus est en place depuis Silverstone. Les pilotes doivent assurer 50% de la course avec un certain niveau de pression. C'était pas le cas pour Viñales, donc il s'est pris un avertissement. Et au bout de plusieurs avertissements, t'as une pénalité. Donc voilà, parce qu'on sait que des pneus Michelin indique la pression de pneus recommandée, et on sait qu'un pneu avec moins de pression a plus de grip parce que plus de surface au sol, mais ça peut détruire la carcasse du pneu, etc., et avoir des conséquences dramatiques. Donc ils ont mis ça en place, à voir combien de temps ça dure, à voir si c'est viable dans le temps, parce qu'il va falloir réfléchir à comment tu pars ta course. Est-ce que je réfléchis à si je suis en tête, est-ce que je réfléchis à si je suis dans le peloton, parce qu'on sait que la pression elle bouge en fonction de si t'es entouré ou pas, donc ça implique plein de choses, mais en tout cas Viñales a été le premier averti pour ça, et c'est une bonne chose de savoir qu'ils avaient décidé de mettre ça en place et que ça a une utilité vu qu'ils en parlent enfin. Ça aurait été intéressant, tu vois, d'avoir la comparaison. Alors je me doute que c'est confidentiel de toute façon, mais de la différence de pression avec le pneu d'Espargaro, parce que en relisant le commentaire sur notre fil conducteur, t'as remarqué les multiples ralentis faits sur les deux roues avant des Aprilia, le pneu avant côté droit, c'est impensable. Je sais pas comment il pouvait faire pour attaquer les virages avec un pneu dans cet état-là. Le pneu était dégradé complètement à l'avant droit sur les 5 derniers tours de la fin. C'est d'ailleurs apparemment pour ça aussi que Viñales a ralenti un peu le rythme, mais on le voyait vraiment élargir et plus pouvoir tenir, et on a rarement vu à la télé un pneu aussi dégradé. Là pour moi sur un flanc c'était une première. Donc ça m'étonne pas trop au final qu'il ait eu un problème de pression. En tout cas, ils ont fait une course tous les deux ultra solide. Espargaro la joue à l'expérience, parce qu'il a laissé quand même Viñales mener une bonne partie de la course. Il aurait pu en plus être le premier pilote à signer une victoire en catégorie reine sur 3 constructeurs différents. Ce sera pas le cas pour cette fois-ci, mais en tout cas les deux Aprilia officiels bien devant. Ça faisait plaisir à voir. Oliveira qui était pas loin non plus, donc c'est bien pour circuit Aprilia peut-être finalement. Mais moi j'aurais bien aimé voir Viñales gagner quand même. Il est temps qu'il concrétise les efforts qu'il fait depuis qu'il est chez Aprilia. Après, image très belle de fin de course, c'est LS Espargaro qui échange sa moto avec Viñales et qui défile entre guillemets pendant le tour d'honneur en se tenant la main tous les deux, qui montre un peu
le semblant du moins ce qu'ils essayent d'en montrer de cohésion d'équipe chez les Aprilia. Donc c'était une chouette image à voir. De toute façon, Espargaro, on en pensera ce qu'on voudra sur les podiums, c'est toujours touchant parce qu'il y a ses enfants qui sont là. Enfin, il y a un truc très, il vit pas les choses à moitié. Donc franchement, c'était une belle course, un bon week-end pour les Aprilia comme tu disais. Ouais, c'est top, ça transpire la passion, c'est entre guillemets la petite écurie officielle, mais c'est très bien, ça rappelle aussi que c'est un monde quand même humain et que ils sont toute l'année ensemble, donc ils peuvent pas non plus se tirer tout le temps dans les pattes et tous se détester, et c'est aussi pour ça qu'on aime la moto. C'est vrai qu'après une bagarre comme ça, c'était sympa de les voir tous les deux dans le Tour d'Honneur. Ouais, c'est clair. Ce qui était sympa à voir aussi, c'est Fabio qui a fait une course qui était pas si dégueu. Il finit 7e. Il a testé la config 2022, donc c'est un peu perturbant parce qu'il revient toujours aux anciennes choses. Mais en tout cas, il a fait un bon dimanche comparé à son samedi, donc ça c'est vraiment une bonne chose, sachant qu'il s'était qualifié très très loin. Donc c'était plutôt cool. Et Zarco pareil qui finit 4e, donc qui met les Pramac aux avant-postes. Et d'ailleurs c'est Zarco suite à l'incident et au débrief post-course, il parlait un peu de la tension qu'il pouvait y avoir sur les débuts de course, etc. Et il disait que c'était compliqué d'avoir des sensations pendant les essais, pendant les qualifs, comme tu peux avoir en début de course, parce que c'est toujours en départ lancé, et qui proposait de faire les essais de départ sur la ligne de départ, comme ça a été fait sur d'autres courses, pour potentiellement avoir les mêmes sensations et mieux se rendre compte des virages, parce que t'es pas dans une config tout le début du week-end où t'es en groupe, où faut freiner fort, etc. Que ça les aiderait sûrement. Donc à voir ce qui est un peu plus réfléchi là-dessus ou pas. En tout cas, Zarco, son débrief d'après course c'était ultra intéressant, même sur l'incident de Pecco, etc. Donc, je sais pas si tu l'as entendu. Mais c'est vrai que là, après. ce serait une super idée. C'est même dommage que ça ait pas été fait déjà avant. C'est vrai que les départs sur la ligne, effectivement, ils partent de là. Donc, en plus, ça permettrait d'éviter les petits couacs de temps en temps, de savoir qui part à quel moment. Il y en a un qui a pas vu l'autre, etc. On a vu quelques images comme ça. Donc, c'est vrai que ce serait à mettre en place. De toute façon, Zarco a toujours je trouve que Zarco, en tout cas, a de bonnes analyses là-dessus et qu'il propose de bonnes idées. Ça doit pas être quelque chose de très très compliqué à mettre en place sur le calendrier du week-end. Et puis, ça fera un peu plus de spectacle pour les gens sur la ligne droite des stands, pourquoi pas. Ouais, on verra si ça mène à quelque chose. Je pense qu'on a fait le tour de ce week-end qui était riche en émotions. Si c'est bon pour toi, Paul, on va clôturer cet épisode. Écoute, oui, c'est bon pour moi. On va se revoir au prochain GP maintenant. Ouais. En tout cas, dans cet épisode, on fait pas de points autre catégorie parce que, comme on le disait, je le répète, mais c'est pour les vacanciers qui nous ont pas écoutés. On va faire un petit épisode après Magny-Cours récap des dernières courses Superbike mondiales, histoire de vous concentrer tout ça, et que si vous êtes intéressé par le Superbike, vous pouvez avoir cette pastille à côté. Nous, on se retrouve très vite, soit le week-end du 10 septembre pour le GP de Saint-Marin. Et petite note, avec Paul, Stéphane et moi-même, et même les copains de la boîte à clapper, on sera au Superbike à Magny-Cours ce week-end. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, on sera dans le coin. Si vous voulez qu'on se prenne une bière, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup, Paul. Et moi, je te dis à ce week-end, en fait. Écoute, merci à toi. Oui, on se voit ce week-end, et pour la bière, effectivement, en plus ils annoncent de la chaleur, c'est important, l'hydratation. Et merci beaucoup, Paul. À plus tard. À plus tard, salut.